bonjour à tous. Je voudrais savoir un petit peu qui est kiné. Ouais. Qui est orthophoniste? D'accord. Qui est infirmière? Qui est ergothérapeute? Diète. Oui, oui, excuse-moi, Diète, excuse-moi. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Moi, je travaille dans un service d'unité de respiratoire chronique, donc, qui est à l'hôpital de la Péronie et qui prend en charge, en gros, les myopathes, les tétras et les paraplégiques qui décompensent, les SLA. On n'a pas de sclérose en plaques, et puis on a des BPCO à des stades plus ou moins avancés. Voilà. Ma collègue Corinne, qui est aujourd'hui parmi vous, fait plutôt tout ce qui est ORL. Donc on va faire une présentation. Vous verrez après, les modes de désencombrement seront un petit peu différents suivant les services. Hein, puisque Corinne les fait tousser, cracher. Elle a aussi des trachéostomies. Il y a des personnes qui peuvent bouger, les miens peuvent relativement peu bouger en fait et sont évolutifs au niveau de la dégradation. Il nous arrive dans le service d'avoir des gens par exemple qui sont cannulés et où là notre but c'est de les décannuler parce que souvent dans les centres de rééducation ils ne veulent pas nous prendre des patients trachéotomisés. Donc le but du service c'est alors de réussir à pallier les troubles de la déglutition, soit par des moyens évitant la fausse route, soit de les rééduquer. Et puis, on passe, alors soit on les décanule complètement, soit on met un bouton de Montgomery. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un bouton de Montgomery, pour le kiné. En fait, c'est un petit bouton en silicone que l'on met quand on décanule le patient et que l'on met, c'est une espèce de cône qui se met et qui permet d'être voilà, qui est usité au cas où il y a besoin de refaire. Donc je vais vous présenter un truc un peu bateau, on va voir ça. Voilà, donc le rôle du kinésithérapeute. Alors, bon, alors le tout, là, on va présenter là tout, le bilan kinésithérapique, les méthodes de désencombrement et le travail commun avec l'orthophoniste. Alors jusque-là, nous avions une orthophoniste qui venait régulièrement, et puis elle est venue bosser ici, donc je n'ai plus d'orthophoniste pour travailler avec moi, donc je me débrouille un petit peu. C'est toujours un peu difficile dans les services, c'est que théoriquement on devrait avoir tous les corps de métier. On a une diététicienne avec qui on bosse régulièrement, ça c'est très bien. Par contre on n'a quasiment pas d'ergo, et l'orthophoniste elle vient quand elle peut, donc souvent elle vient, on fait un bilan, elle donne des directives et on essaye de faire la rééducation qui va avec. Alors, le rôle important dans la déglutition, c'est la protection des voies aériennes supérieures. Pendant la déglutition, c'est la fermeture laryngée avant la contraction pharyngée. Donc ça, c'est parce que le temps, on dit le temps pharyngo-laryngé, mais en fait, c'est un temps laryngo-pharyngé. Hein. La fermeture se fait avec les différents niveaux, de bas en haut, hein, avant que la contraction pharyngée ne se fasse. Sinon, vous avez un défaut de sécurité. C'est ce qui se produit lorsque vous avez des atteintes des centres supérieurs, où vous n'avez plus que la boucle réflexe inférieure, et la boucle réflexe inférieure ne prend pas l'anticipation. C'est-à-dire que quand vous décidez de manger, vous avez une stimulation à partir de l'aire préfrontale, vous décidez de manger, donc vous fermez votre larynx et vous contractez votre pharynx. Si vous n'avez pas cette boucle-là, c'est le passage réflexe au niveau des piliers et en base de langue qui va vous déclencher la fermeture. Mais il y a un temps de retard. C'est pour ça que quand vous avez certaines pathologies des centres supérieurs, il vaut mieux donner il faut adapter la texture pour qu'elle soit moins rapide et éviter la fausse route directe. Le rôle de protection après la déglutition, c'est lorsqu'il y a eu un défaut et que vous avez un encombrement. Alors soit parce qu'il y a un défaut du sphincter œsophagien et vous avez un regorgement, il faut l'expulser, soit parce que ça a passé le plan cordal et que vous êtes au niveau bronchique, il va falloir aussi expulser les corps étrangers. Donc elle est physiologique et demande un ensemble de facteurs pour être efficace. Elle peut être réflexe ou volontaire. Alors ça, c'est lorsque vous faites un bilan, hein, il faudra toujours, au niveau kinésithérapie, vérifier que vous avez une toux réflexe ou une toux volontaire. Ce n'est pas la même chose et vous pouvez jouer de l'un sur l'autre. Vous avez des patients qui n'ont plus de sensibilité, donc qui n'ont plus de réflexe, mais à qui vous pouvez demander de tousser, c'est-à-dire inspirer, avaler, tousser en systématique pour protéger vos voies aériennes. Et vous avez des gens qui n'ont plus de volonté, mais à qui vous pouvez, c'est pas très agréable, il ne faut pas le faire de trop, mais
en ayant un appui sur la trachée, déclencher une toux qui vous permettra d'avoir une expulsion. Donc le but, c'est de lutter contre l'obstruction des voies aériennes et lutter contre l'introduction des corps étrangers parce que vous avez soit un risque d'étouffement immédiat, soit un risque d'infection lent. Hein. Le signe de l'irritation laryngée, bronchite pulmonaire, et alors ça signe, bon alors la toux peut signer donc une fausse route, une irritation, ça peut être aussi un tic. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous avez un trouble de la déglutition, vous n'avez pas forcément de toux. Hein, parce que si vous avez un problème de capteur, vous n'avez pas forcément de toux. La fausse route n'étant pas décelée, vous n'aurez pas forcément une toux. A l'inverse, si vous avez un encombrement important, quand vous avalez, le larynx monte, au niveau de la trachée, c'est pas quelque chose de dur, hein, c'est quelque chose qui s'étend, et le fait que ça s'étende peut avoir un phénomène irritatif qui va vous donner une toux, mais qui ne sera pas forcément due à l'inhalation d'un corps étranger, mais qui sera due à l'irritation faite par l'allongement et la présence d'encombrement bronchique. D'accord ? Alors, les mécanismes, ça nécessite des capteurs sensoriels, des muscles inspirateurs, essentiellement le diaphragme, hein, c'est le muscle le plus fort, les muscles expirateurs puissants, donc les abdominaux, les intercostaux, une cavité nasale protégée par le relèvement du voile du palais, ça c'est normal, hein, sinon tout le monde passe dans le nez, et un larynx en état fonctionnel. Ça, je pense qu'anatomiquement parlant, vous avez déjà eu plein de cours. Donc, pour pouvoir tousser efficacement, il faut prendre de l'air, donc il faut inspirer, donc il faut ouvrir les cordes vocales. Donc ça sera principalement effectué par l'action du crico-arythénoïdien postérieur, et puis vous avez aussi la précontrainte du cartilage qui fait que spontanément les cordes vocales auraient tendance à s'ouvrir. Pour la fermeture, nous avons l'action du crico-arythénoïdien latéraux, hein, et vous avez les muscles arythénoïdiens transverses, et puis accessoirement le cricothyroïdien. Alors la toux, c'est un mouvement en 3 temps, une inspiration ample due à l'abaissement de la coupole diaphragmatique. Hein. Deuxième temps, un blocage glottique correspondant à l'accollement des cordes vocales sur une contraction des muscles vocaux. Donc ça, si vous avez une paralysie d'une corde vocale ou si vous avez une hypocontraction de ces muscles-là, vous n'aurez pas une toux, vous n'aurez pas le mais vous aurez un donc qui dit pas de surpression, vous avez une éjection qui sera moins forte et moins valide. Hein. Une augmentation de la pression sous-glottique, donc c'est ce qu'on a dit, une contraction des abdominaux et des intercostaux. Troisième temps, une ouverture brusque des cordes vocales et une éjection de l'air de 6 à 12 litres par seconde. D'accord ? À partir du moment où vous avez fait à peu près 600 litres minute, si vous arrivez à 200 litres minute, il faut prévoir ce genre d'installation qui vous aidera à faire expectorer votre patient ou à prévoir une aspiration si vous avez un patient encombré que vous devez désencombrer à partir de là. L'étiologie de l'encombrement, vous avez tout ce qui est tabagiste, maladie génétique, alors les mucos, les myopathies, les infections bronchiques pulmonaires, là vous avez un encombrement qui vient du poumon, qui encombre l'arbre bronchique et qui va remonter. L'asthme, c'est un spasme. Les trachéotomies et les intubations. Alors, les trachéotomies, parce que la trachéotomie, c'est pas quelque chose de physiologique, hein, d'avoir un trou au niveau de la trachée, c'est pas physiologique. En plus, si vous avez un ballonnet, ça joue sur l'ascension. Et puis, les intubations, souvent, c'est lors de l'intubation. Alors, il y a 2 types d'intubation. Il y a l'intubation buccale et l'intubation nasale. Il faut comprendre que physiologiquement, vous avez une courbure cervicale, hein, comme ça, et vous avez la courbe dans l'autre sens. Si vous la mettez dans le nez, la courbe est à peu près comme ça. Si vous la mettez dans la bouche, elle est plus serrée, et vous avez des compressions. Donc, vous risquez des compressions nerveuses. Et puis, il y a aussi, dans les intubations, vous avez les cordes vocales qui peuvent être abîmées lors de l'intubation, c'est-à-dire lors du passage de la sonde, ou si vous avez une sonde qui est trop grosse. Parce que souvent, dans les réanimations, ils ont l'habitude de mettre tel ou tel diamètre. Or, des cordes vocales chez un homme, chez une femme, chez un monsieur de 2 mètres et chez un monsieur d'1 mètre 60, c'est pas forcément les mêmes. Et si vous mettez une sonde d'intubation trop importante, vous risquez de faire des lésions au niveau des cordes vocales. Donc après, on aura des problèmes de toux quand on fera une extubation. Voilà. Alors, les causes de l'inefficacité de la toux, c'est le défaut d'étanchéité glottique, les lésions des cordes vocales, c'est ce qu'on a dit suite à l'intubation, un encombrement du plan sus ou sous-glottique suite à une trachéotomie. Alors parce que dans la trachéotomie, il va y avoir une désafférentation, il va falloir réafférenter, refaire travailler les plans sus et le sous-vocal.
Et puis, lorsque vous avez une trachéotomie, même avec un ballonnet dégonflé, et que vous voulez faire souffler votre patient, ou tousser votre patient, eh bien, votre trachéo, elle gêne. Donc, elle va diminuer le débit au niveau de la toux. Et si vous avez un encombrement, on verra qu'il y a des méthodes avec, par exemple, le ballon, pour augmenter ce flux d'air qui vous aidera à remonter les sécrétions qui sont comprises, je vous ferai voir plus tard, entre votre canule et votre langue. Voilà. Et puis, les défauts de force expiratoire, ça c'est tout simplement dû à si vous avez une intubation longue, et bien forcément c'est comme tout, hein, tous les muscles qui sont palliés par le respirateur, ils ont tendance à fondre. Donc c'est pas terrible. Puis après, il y a aussi, il faut vous dire aussi, c'est que lorsque vous avez des patients qui viennent en réanimation, il y a aussi la chose pour laquelle ils sont venus. C'est-à-dire si c'est un traumatisé, lorsqu'il arrive, c'est comme dans les troubles de déglutition, on dit la réa induit des troubles de déglutition. Mais les gens qui viennent en réa ne sont pas en pleine santé, sinon ils ne seraient pas en réanimation. Et en fait, ils arrivent avec leur pathologie, leurs problèmes de déglutition, et des fois leurs problèmes respiratoires en général. Donc ça joue aussi sur la prise en charge. Les pathologies de l'arbre bronchique, eh bien ça peut être les pathologies type trachéomalacie, par exemple, sur un ballonnet mal gonflé ou trop gonflé, par exemple. Le bilan kinésithérapie. Bon, vous avez le dossier médical, ça tout le monde connaît. Les constantes physiologiques, donc la saturation, la fréquence cardiaque. Alors, dans mon service à moi, ils sont monitorés. Donc, vous avez une saturation. Alors, la saturation, en général, elle devrait être entre 97 et 100%. Chez moi, par exemple, il y a des gens qui sont à 88%, sont tolérés à 88%. C'est leur physiologie, parce qu'il y a une adaptation. La fréquence cardiaque, parce que c'est intéressant, parce que c'est un indicateur de désaturation. Hein. Quand vous avez une désaturation, vous avez soit une augmentation du rythme ventilatoire, soit une désaturation, soit une augmentation du rythme cardiaque. Est-il sous oxygène? Bien parce que c'est sûr que dans votre bilan, s'il est à 97 sous 5 litres, c'est pas pareil que s'il est à 96 en air ambiant. La fréquence respiratoire, en général, on va dire que c'est entre 12 et 15, un peu plus dans les services de soins intensifs. Évaluer l'état de conscience, de coopération et de compréhension. Alors ça, c'est important, parce que souvent, la kinésithérapie, c'est quelque chose de patient dépendant. Vous pouvez sauter sauvagement sur votre malade pour le faire expectorer, mais c'est mieux quand il participe. Ça, le cofassiste, si vous l'avez avec le masque, il faudra la participation de votre patient. Si vous l'avez au niveau trachéal, vous n'avez pas besoin de la participation, puisque il repasse tout. Évaluer la force de tout, ça on verra, et évaluer le patient en lui demandant un A. Alors le A, c'est en fait la RES, c'est un peu pour évaluer la force qu'il arrive à produire et le temps qu'il arrive à produire. Ça nous donne une idée sur la force et sur le volume en fait, en gros. Hein. Une auscultation au stéthoscope, eh bien oui, ça permet de localiser si un côté ventile ou pas. Ça n'empêche pas la clinique de base, c'est-à-dire regarder le patient un jour frisant, regarder s'il a une respiration paradoxale, et puis après vous avez la radio qui peut vous aider dans ce cas. Alors, j'ai marqué en gros et en rouge, ne jamais se lancer dans des manœuvres de kinésithérapie respiratoire ou dans un test de déglutition si vous n'êtes pas sûr de pouvoir désencombrer les voies aériennes supérieures. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Eh bien, tout simplement, si vous avez un poumon qui est encombré et l'autre pas, vous respirez sur un poumon. Si vous faites une posture et une manœuvre de kinésithérapie et que votre bouchon monte à l'endroit où la trachée draine les deux poumons, si c'est bouché, il ne respire plus du tout. C'est aussi valable pour les voies aériennes supérieures. C'est-à-dire que si votre patient, par exemple, a une toux inefficace et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir remonter les sécrétions, soit vous préparez avant de quoi aspirer votre patient, soit vous avez une Yann-Coheur, vous préparez tout ce qu'il faut. Parce que ce n'est pas au moment où votre patient va avoir son bouchon en haut, parce que vous serez content d'avoir drainé au niveau pulmonaire et qu'il ne pourra pas respirer, qu'il faudra commencer à prendre ce qu'il faut faire. Il faut le prévoir ça avant. Hein, parce qu'en fait, avoir un poumon bouché, ça ne vous empêche pas de respirer. Avoir la trachée bouchée, pour les cordes, c'est terminé. Alors, les méthodes de désencombrement. Les méthodes de désencombrement sur les atteintes distales. Alors, les atteintes distales, c'est tout ce qui est, disons, proche, on va dire, des alvéoles. D'accord? Donc là, vous avez des postures, des manœuvres, les kinés connaissent par cœur. On le met sur le côté, on fait de l'accélération du flux. Voilà, c'est ce qu'ils appellent les tégols. Les postures. Alors, les postures de drainage, c'est plus ou moins contesté, tout le monde n'est pas d'accord. On s'en sert surtout pour ouvrir, par exemple, les postures. On fait des latérocubitus lorsqu'un poumon ne respire pas bien. On le met, le poumon qui ne respire pas bien en haut, et on envoie de l'air un petit peu sous pression, si on peut, on ballonne, enfin on fait du cofassine, pour que l'air marche bien.
Les vibrations mécaniques et manuelles. Alors ça, savoir lesquelles des deux marchent, en général, on a dit que c'était une fréquence qui marchait entre les deux, comme ça fait plaisir à tout le monde. Je ne suis pas sûr que ce soit d'une efficacité terrible, mais enfin, grosso modo, c'est décrit. La VNI. La VNI, c'est la ventilation non invasive. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un appareil, en fait, qui vous envoie de l'air avec une fréquence et une pression prédéterminée et un taux d'oxygène prédéterminé. D'accord? Alors ça sert à quoi? Ça sert à ouvrir les poumons. C'est-à-dire quand vous avez une atélectasie c'est une bande de poumons qui n'est pas ventilée. Ça sert à faire rentrer de l'air sous pression pour que ça ouvre les alvéoles et que votre patient reprenne, l'air recircule de nouveau. Ça permet de faire remonter certaines sécrétions et ça permet d'améliorer les échanges gazeux puisque la pression est supérieure à la pression normale, puisqu'on vous envoie de l'air. Par contre, ce n'est pas une respiration physiologique. La VNI n'est pas une respiration physiologique. Quand vous respirez, vous faites une contraction du diaphragme qui fait une dépression qui fait rentrer l'air dans votre poumon. Les côtes se lèvent, le diaphragme se relâche, les côtes se referment, la pression remonte et ça fait remonter. Là, c'est pas ça. Là, on vous envoie de l'air pour faire ouvrir le tout et on relâche après. Donc c'est quelque chose qui marche bien mais qui n'est pas physiologique. Je ne sais pas si c'est dans ce truc-là ou c'est demain, je vous expliquerai que les gens qui respirent, qui sont trachéotomisés et qui parlent avec un ballonnet dégonflé sous VNI ne parlent pas sur un temps expiratoire mais parlent sur un temps inspiratoire. Hein? Donc ça, c'est une petite... Alors ça, c'est le percussionnaire. Alors qu'est-ce donc que le percussionnaire? Alors le percussionnaire, c'est un truc qui est apparu, enfin qu'on a eu ici dans les années 2000 à peu près. C'est un appareil qui a été inventé par Monsieur Bird. Donc c'est un appareil à circuit ouvert. En fait, c'est un appareil qui fait vibrer de l'air. Il envoie de l'air vibrante. Alors le but du jeu, théoriquement, c'est que quand vous avez des petites alvéoles qui sont bouchées, des petites bronchioles qui sont bouchées, l'air que va envoyer cet appareil va passer sur les côtés, va rebondir sur l'alvéole et va le faire remonter. Et ça va drainer le bouchon de l'alvéole vers la bouche. C'est pour ça qu'on peut faire varier la fréquence, parce que quand il est près de l'alvéole, on aura une fréquence relativement rapide, puisque le fait que ça tape sur l'alvéole et que ça remonte, c'est relativement près. Plus vous allez près de la bouche, plus le temps sera long. L'inconvénient que ça a, c'est que quand c'est trop long, ça se cale sur le temps respiratoire du patient et c'est pas très agréable. En général, le patient supporte mieux quand c'est rapide que quand c'est lent. Après, vous pouvez mettre du sérum Phi, ça permet de fluidifier les sécrétions quand vous avez des sécrétions épaisses. Les indications, c'est l'encombrement distal, et que le patient soit coopérant ou non, ça ne change pas grand-chose. C'est mieux quand il est coopérant quand même, mais ça ne change pas. Ce qu'il faut faire, c'est le pneumothorax, c'est sûr, et les troubles hémodynamiques. Les inconvénients, c'est la toux irritative et les effets non... Ah, c'est pas forcément démontré. Il n'y a pas énormément d'articles qui ont démontré son efficacité. La toux irritative, en fait, c'est parce que le frottement de l'air peut vous donner une irritation et vous donner une toux. Après, il y a aussi le fait que l'on donne du sérum Phi. Quand on fait expectorer et qu'on aspire après, on a des sécrétions. Mais de savoir quel est le pourcentage dû à l'irritation, dû au sérum Phi qu'on envoie et des encombrements, pas toujours évident. C'est quoi les troubles hémodynamiques? Au niveau de l'arythmie, au niveau du cœur, au niveau de l'épression. Méthode des encombrements proximales. Alors, l'expiration glotte ouverte, grand débit, grand volume, tout le monde sait. Hein, la toux volontaire, la toux réflexe, la canule de Jan Koer. Alors la canule de Jan Koer, c'est ça. Je ne sais pas si vous connaissez tous. Je vais vous faire voir. En fait, vous la mettez comme ceci, vous allez à la base de langue et vous aspirez. D'accord? Si vous avez un patient qui est un petit peu non coopérant ou que c'est un peu plus difficile, ce que vous faites, vous glissez ici derrière les molaires, entre la dernière molaire et la branche montante. Vous glissez et vous faites ça. Hop, ça descend un peu. Ça vous permet d'aspirer les sécrétions qui sont en base de langue. D'accord? Mais ça n'ira pas plus loin. Après, vous avez l'aspiration nasopharyngée et nasotrachéale si urgence. Alors pourquoi je... Avec quoi vous aspirez? Ah, excusez-moi. Excusez-moi, je suis tellement habitué à dire mon service. On a une aspiration murale, en fait, avec un slot vide. Donc oui, on aspire comme ça vous excusez, je suis désolé. Voilà, c'est la même chose avec ceci. Hein. Alors, je précise la différence entre la nasopharyngée et la nasotrachéale, ou nasolaryngée, c'est que les kinésithérapeutes n'ont pas le droit de faire l'aspiration nasopharyngée. Ils ont le droit d'aller à peu près à la distance du nez au tragus de l'oreille. Or, c'est nasopharyngé. Alors, si vous regardez la distance, ça s'arrête à peu près là. Souvent, votre patient, il est encombré en dessous.
Mais légalement, vous ne devez le faire qu'en présence d'un médecin ou si c'est un geste d'urgence. Ce qui n'est pas réel, puisque dans tous ces services où vous travaillez, si vous ne faites pas ça, allez faire la sieste, je sais pas, on va tous prendre un café, ça sera bien plus efficace. Ceux qui sont d'accord avec moi, je pense. Mais enfin, ça fait partie du protocole, je dois vous le... Enfin, c'est ce qu'on doit dire. Alors, le Coug Assist. Alors, le Coug Assist, c'est le modèle que vous voyez là. Hein, alors, ça nous sert sur quoi? Sur les pathologies neurodégénératives, les paras, les tétras, tous les gens qui ont un déficit de force, d'accord? Donc comme ils ont un déficit musculaire, ils auront du mal à inspirer et ils n'auront pas la force nécessaire pour tousser, d'accord? Donc les patients faibles et encombrés, les patients avec ou sans trachéotomie. La seule différence, c'est que quand vous avez un patient non trachéotomisé, vous utilisez ce masque, donc ce circuit tel qu'il est là, hein, on va voir tout à l'heure. Voilà. Je vous fais voir la vidéo, vous le mettez comme ça et vous enclenchez l'appareil. Si vous avez une trachéo, vous le mettez. Alors il y a deux méthodes. Soit vous le mettez sur la trachéo, classiquement, vous faites vos manœuvres et vous allez aspirer après dans la trachée. Moi ce que je fais, souvent je fais ça. Je mets ça et je branche directement sur mon stock vide et pendant le moment où l'appareil réaspire l'air, je profite pour aspirer une sécrétion. Et souvent, ça suffit. Donc c'est pas un geste invasif, ça ne risque pas d'irriter votre trachée et ça dégage bien votre patient. Ça peut vous arriver lorsque vous faites un test de déglutition que votre patient avale de travers au départ. Si vous pouvez le faire rapidement, ça peut éviter d'avoir déjà de désencombrer dans un premier temps et après vous avez plus le temps soit d'aspirer autrement, soit d'enlever tout et de faire avec l'aspiration classique. Alors, petite chose, donc cet appareil, la différence c'est que le modèle que vous voyez ancien, l'ancien modèle, enfin celui qui est le brique là-haut, il est purement manuel. Ça vous oblige d'avoir une main qui se sert de l'appareil pendant que l'autre main tient le masque. On verra une vidéo où Corinne nous fait ça. Et l'autre modèle, il a l'avantage, c'est qu'il est en mode automatique. Donc lorsque le patient sort, on a pré-réglé les paramètres. Les organismes qui s'en occupent les règles, et quand vous les avez à la maison, vous avez juste à le mettre en mode automatique. C'est adapté aux bonnes pressions, le patient est habitué, et vous avez, dans ces cas-là, soit vous avez les deux mains libres pour faire des accélérations du flux, soit vous avez une main libre et vous pouvez aspirer de l'autre main, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Les contre-indications, c'est toujours pareil, c'est l'instabilité hémodynamique, le pneumothorax et les limites de la coopération du patient si vous êtes avec le masque. Si vous êtes avec le masque aussi, vous avez une possibilité de... C'est pas une contre-indication, mais c'est une complication. C'est-à-dire que si votre patient n'arrive pas à fermer correctement ses cordes vocales, dans certains stades de SLA assez évolués, si vous avez un mode d'insufflation trop rapide ou trop fort, c'est l'inverse qui va se passer. Il va fermer ses cordes vocales au moment où vous allez vouloir insuffler. Donc dans ces cas-là, il faut essayer de mettre une pente un peu plus lente. Alors les inconvénients, c'est donc la mauvaise fermeture glottique et parfois le côté addictif. C'est-à-dire que quand vous êtes myopathe et que vous êtes encombré, vous n'arrivez pas à vous désencombrer, si on vous donne un appareil qui vous semble un peu miraculeux et qui vous aide à vous désencombrer, vous allez l'utiliser et plus que l'utiliser. Moi j'ai eu des patients qui étaient addicts et qui le faisaient 25 fois par jour. Et là on leur dit non. Parce que le problème c'est qu'au bout d'un moment c'est quand même de l'air qui arrive et qui repart. On a quand même un phénomène irritatif et on avait un encombrement clair qui était plus dû à l'irritation qu'autre chose. Il faut leur expliquer que c'est si c'est nécessaire. Et puis il faut expliquer aussi aux aidants que c'est si c'est nécessaire. Parce que c'est rassurant aussi pour les dents de les encombrer comme ça. Et surtout si votre patient vous le demande, il faut y céder un peu. Les cas particuliers des trachéotomies. Est-ce que vous savez un petit peu les trachéos tous ou pas? Non. Bon, alors, il y a différents modes de trachéotomie. Alors, les avantages, c'est un meilleur contrôle de la ventilation, une plus grande facilité de désencombrement, une diminution de l'espace mort, on va expliquer tout ça, les évitements des lésions glottiques et la diminution des fossés. Alors, souvent, il y a deux solutions. Soit vous avez un patient qui arrive en réanimation, qui a besoin d'être ventilé. Dans ces cas-là, on intube le patient, c'est-à-dire qu'on met une grande canule qui va descendre, qui va passer à travers les cordes vocales avec un petit ballonnet et qui va permettre d'étancher ces systèmes et d'insuffler de l'air avec plus ou moins d'oxygène au patient. Ça, c'est valable un certain temps, mais c'est pas périn. Donc au bout d'un moment, soit on arrive à extuber ce patient, soit on n'y arrive pas, parce qu'au niveau respiratoire, c'est pas possible. Donc on va passer à la trachéotomie.
Dans les trachéotomies, il y a deux types de trachéotomies, les chirurgicales et les percutanées, mais bon, ça c'est anecdotique, c'est pas très intéressant pour vous. Souvent en réanimation, vous avez ce type de trachéo, qui est un trachéoflex avec un ballonnet. Alors, trachéoflex, vous voyez, il est souple, je ne sais pas si j'en ai là, et il est armé. C'est-à-dire qu'on le voit à la radio, il a un ballonnet ici. Alors ce ballonnet-là, il sert à faire l'étanchéité entre votre trachée et votre canule. D'accord? C'est-à-dire que si vous envoyez de l'air à un patient et qu'il n'y a pas ça, si vous montez à une certaine pression, l'air va fuiter. Et votre machine ne donnera pas ses volumes. Elle va se mettre en alarme et vous ne pourrez pas ventiler correctement votre patient. Donc on gonfle ce ballonnet pour être sûr que ce que vous envoyez va bien dans le poumon. Comment on sait la pression que l'on a dans ce ballonnet? Eh bien parce qu'on a un petit témoin qui est ici. Vous les verrez après, vous viendrez voir les canules, je vous expliquerai un petit peu comment ça marche. Voilà. Hein? Donc ces patients, on gonfle. Alors, il faut faire attention quand vous gonflez un ballonnet. Si vous ne le gonflez pas assez, vous voyez les fuites. Et si vous le gonflez trop, vous risquez une nécrose des tissus qui sont autour. Donc pour ça, nous avons des manomètres. Il y a l'habitude, il y a des manomètres, et puis il y a des petites astuces pour savoir si l'air passe ou pas. Par exemple, ce modèle-là, il est bien, mais il y a certains examens que vous ne pouvez pas faire, parce qu'il y a du fer dedans. Donc dans ces cas-là, on va vous mettre une autre canule qui n'aura pas de fer et qui vous permettra de l'examen. Donc on change la canule le temps de l'examen et on le remet après. Vous avez des canules, quand les gens n'ont pas besoin de trop de volume ou de trop de pression, on peut mettre une canule sans ballonnet. Alors l'avantage de pas de ballonnet, c'est que l'air peut passer sur les côtés, et on verra sur le schéma suivant, qu'il peut remonter dans les cordes vocales et votre patient peut parler. Autre avantage, ce ballonnet, il prend de la place. Et derrière, ici, la partie souple de la trachée, vous avez l'œsophage. Si vous gonflez un ballon, l'œsophage va se retrouver coincé entre votre ballon et votre colonne cervicale. Forcément, pour le bol alimentaire, c'est plus compliqué de passer. Okay, donc c'est pour ça qu'on essaiera de faire ça. Et après, vous avez des canules complètement fermées, vous avez des canules sans chemise, alors c'est-à-dire que c'est un simple tuyau, et vous avez des canules qui ont ce qu'on appelle une chemise interne. Ça sert à quoi la chemise interne? Eh bien, déjà ça sert en cas d'urgence. C'est-à-dire que si vous avez un bouchon dans votre canule ici, il faut l'enlever. Donc vous mettez des syrupis, vous insufflez, vous essayez d'enlever le bouchon. Si vous avez une canule avec une chemise interne, vous enlevez la chemise interne, vous enlevez le bouchon. C'est beaucoup plus simple. Ça permet aussi de laver la canule régulièrement, 2 fois par jour, parce que vous avez un jeu, donc vous êtes sûr que votre canule est propre. Après, vous voyez, dans ce modèle de canule, vous avez ce qu'on appelle une fenêtre. Et ça, c'est un modèle Chilet, vous voyez, il y a une verte et une blanche. Alors ça sert à quoi? La verte, vous savez, quand vous avez cet embout vert, que vous avez une fenêtre. Quand vous avez l'embout blanc, c'est fermé. Ce qui se passe, c'est que si j'utilise celle-ci avec celle-ci, l'air peut rentrer par là et sortir par là si je le mets normalement. Si je mets une valve de phonation, alors une valve de phonation, c'est quoi? C'est un petit clapet qui permet à l'air de rentrer dans ce sens-là, mais pas de ressortir. Donc l'air va rentrer dans ce sens-là, va buter ici, va ressortir ici et sur les côtés, va venir frotter contre vos cordes vocales et vous allez pouvoir parler. D'accord? Si je mets celle-ci, eh bien l'air va rentrer là, frapper contre le clapet, ressortir. Là, il n'y a pas de ballonnet, donc il pourra passer sur les côtés. Mais si vous aviez le même modèle avec un ballonnet, ben, l'air ne pourrait pas ressortir, il serait bloqué. C'est pour ça que lorsque vous mettez une valve de phonation, c'est-à-dire ça, assurez-vous toujours que ou la canule est fenêtrée, et le ballonnet est gonflé, ou au moins que la canule soit fenêtrée, sinon votre patient va inspirer mais ne va pas pouvoir souffler. D'accord? Parce que l'air va rentrer dans le sens du clapet mais il ne pourra pas sortir. Voilà. Donc vous viendrez après, je vous ferai voir, il y a plein de modèles. Alors Corinne ici, elle nous a présenté des canules argentiques. Donc ça c'est un autre modèle. Ça sert pour les sevrages en fait. C'est-à-dire que, vous voyez, le clapet s'ouvre et se ferme. Donc au début, il s'ouvre et il se ferme. Il s'ouvre complètement, l'air rentre facilement, et à la fermeture, il se bloque. L'air passe par ici. Puis petit à petit, en vissant ici, le clapet se ferme, il y a un frein à l'expiration, il y a une PEP qui est augmentée. Le patient fait plus d'efforts pour ressortir l'air. Ah oui, je ne vous ai pas expliqué ça aussi, il faut que je vous explique. L'intérêt aussi de la trachéotomie, c'est que vous diminuez l'effort que vous avez à faire pour respirer. Quand vous respirez ici, quand vous respirez physiologiquement, votre air passe par le nez, il est réchauffé, humidifié, fait tout ce circuit-là, passe les cordes vocales, va dans les poumons, remonte. D'accord? Si vous avez une trachéotomie, eh bien le circuit est plus court, donc c'est plus facile. Par contre, si vous le respirez comme ça, vous respirez de l'air sec et froid. Donc vous aurez tendance à avoir des sécrétions épaisses. C'est pour ça que l'on utilise un nez artificiel, ceci, qui permet
en fait, à l'air de rentrer, il passe dans les poumons, il ressort, il se réchauffe et s'humidifie, et ça remplace les ailettes du nez. Ça évite de faire des bouchons. Et après, on peut mettre de l'oxygène pour augmenter l'oxygénation du patient. Vous avez des questions ou pas? Parce que je vais vite et... il y a des questions... J'ai une question sur le nez artificiel. On a un débat dans le service. Je voudrais que les patients aient un nez artificiel et les médecins ne veulent pas parce qu'ils trouvent que c'est lourd, que ça fait basculer un peu la canule et que du coup il y a plus de risques d'atteindre de la trachée sur les patients de vie. Le nez fait basculer, le nez artériel fait basculer. Je trouve que c'est Moi, j'y crois pas trop. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. À la limite, le tube anté, oui. Parce que c'est Le tube anté, oui. Mais le nez artificiel, c'est très léger. Alors, le tube anté, pour ceux qui savent. Après, ce qui peut se passer, c'est que quand c'est imbibé de sécrétion, C'est lourd. là, il y a un gros problème parce que là, le patient n'arrive plus à respirer. Là, Parce que l'air passe pas. Et voilà, c'est parce que la mousse est imbibée de soit de salive, soit de sécrétion. Il faut les changer régulièrement. Normalement, si ta canule est de bonne taille et de bon diamètre, alors il y a un rapport entre le diamètre de ta canule et ta taille. Il y a des canules sur mesure, mais c'est rare. Hein. Souvent, un diamètre correspond à un angle et correspond à une longueur, si tu veux. Si ta canule est trop petite ou trop longue, elle ne sera pas en face de ta lumière au niveau de la trachée. Et si tu veux, là, elle va se mettre en porte-à-faux, et quand elle va avoir un point d'appui, tu vas faire un granulome. Ou quand tu vas l'aspirer, tu vas avoir un frottement. Mais normalement, si ta canule est bien fixée, alors, surtout si elle a un ballonnet, normalement elle ne peut pas bouger, mais même si elle n'a pas de ballonnet, si tu es bien dans l'axe de la lumière, c'est bon. Après, ce qui est sûr, c'est que plus tu peux mettre une canule petite, mieux c'est. Pourquoi tu mets une canule plus petite? Parce que l'air peut passer plus facilement sur les côtés, et quand tu veux le faire parler, si tu as plus d'espace de lumière autour, même et de fenêtres grandes, plus tu parles, mieux tu parles, c'est sûr. Mais normalement, une canule bien placée, elle ne devrait pas faire d'appui. D'accord? Après, des fois, ce qui arrive, c'est que physiologiquement, on n'a pas tous la même épaisseur de cou. Et que des fois, ta canule, elle se retrouve un peu bloquée comme ça ou un peu comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment le nez artificiel qui... Oui, comme te disait Corinne, le tube anté, parce que le tube anté, tu as le raccord, le truc en plastique, qui lui fait un appui. Et puis si ton patient, il bouge, pour peu que ton tube anté il soit un peu tenu, il va te la bouger. Plus que le nez artificiel. Non, le tube hanté, j'en ai pas en démonstration. En fait, c'est... Ici, là, on a une espèce de tube en plastique qui se met sur le côté et qui est raccordé à ce qu'on appelle un réchauffeur, en fait, de l'air réchauffé, et qui vient passer systématiquement devant la canule. Mais votre patient étant comme ça, il est raccordé à un tuyau. S'il bouge, ça fait bouger la canule. Parce qu'en fait, votre canule, elle n'est pas fixée à la peau par des points, elle est fixée à la peau par un collier. Alors si le collier est trop serré, ça gêne, s'il n'est pas assez serré, il bouge. Donc c'est pas très stable non plus, hein, il faut quand même être réaliste. Donc si votre patient bouge, ça peut bouger la canule. Est-ce qu'il faut mettre un nez artificiel à toutes les personnes qui ont des tracts? Alors, si vous voulez le faire parler, le nez artificiel c'est compliqué, puisque pour qu'il parle, il faut un clapet. Oui. Donc si vous avez un nez artificiel comme ça, l'air passant de l'autre côté, il ne parlera pas à votre patient. Alors ça ne marchera pas. D'accord? Par contre, il vaut mieux un patient qui est en air ambiant, il vaut mieux lui mettre un nez artificiel pour avoir un air réchauffé. Parce que sinon, il va respirer de l'air sec. En fait, en gros, la différence, c'est comme si au lieu de respirer comme ça, vous respirez. Mais est-ce que c'est pas que pour les patients aigus, subaigus? Est-ce que c'est des gens qui ont des tracts depuis des années? Est-ce qu'on leur met quand même un nez artificiel tous les jours pendant des années? Ça dépend quel modèle vous avez. Si vous avez ce modèle-là, par exemple, de canule avec ce qu'ont les ORL en général, eux, ils mettent pas forcément ça, puisque déjà, eux, ils ont l'habitude de les gérer eux-mêmes, et que eux, ils ont l'habitude d'avoir ça. Donc ils l'enlèvent, ils la remettent, ils se mettent du sérum fi, enfin, ils vivent leur vie, quoi. Là, en général, ce système-là, c'est plutôt pour un patient aigu qui va sortir. Si vous avez des tracts comme ça depuis des années, voilà. C'est-à-dire que c'est des patients que vous avez qui sont avec des canules avec ballonnet ou sans ballonnet. Non, mais j'ai un patient en tête qui savait des mois, des années, et j'en parle au médecin, il me dit oui, non, nous, les patients, si ça fait des années, Eh mais le tout, c'est... il n'y a pas de bouchon, mais pas de nez artificiel. Est-ce qu'il fait des bouchons? Est-ce qu'il a des sécrétions épaisses et sales? Non, pas forcément. On aspire une fois dans la journée, mais pas plus. Si vous l'aspirez une fois dans la journée et que les sécrétions ne sont pas épaisses et sales, il n'y a pas moyen. Maintenant, si vous voyez que ça s'épaissit, là, il faut... Ok. Sinon, il fait son aérosol. Hein. Il peut aussi faire un aérosol de temps en temps et puis hydrater comme ça. C'est pas systématique. Le sevrage respiratoire avec la valve de phonation. Alors, il doit être débité le plus vite possible, introduire le plus rapidement possible une valve de phonation et
si c'est possible, pour ce qui est des troubles de la déglutition, moi ce que je fais dans le service, le plus rapidement possible, j'obstrue complètement ma canule. D'accord? Parce que le problème déjà des gens qui sont sous respirateur ou sous trachéotomie, eh bien c'est que vous, normalement, lorsque vous déglutissez, vous arrêtez votre cycle respiratoire, vous faites votre déglutition, vous recommencez votre cycle respiratoire par une légère expiration, ce qui permet de dégager ce que vous avez au-dessus des cordes vocales. Quand vous avez une trachéotomie ou un respirateur pendant un moment, vous avez une dissociation du cycle respiratoire par rapport au cycle de déglutition. Alors souvent on vous dit, ce que je dis là, c'est-à-dire qu'on vous met une valve de phonation, et puis on essaie de vous faire déglutir. Alors, quand vous avez une valve de phonation, vous inspirez par le cycle court et vous soufflez par le cycle long. Seulement, vous n'avez que de l'air dans un sens. L'idéal, c'est de mettre le boucher complètement pour redonner physiologiquement et au niveau neurologique un circuit complet à l'inspiration et à l'expiration. C'est ça qui est important. Alors, comment on fait? Eh bien, c'est tout bête. Au début, quand vous avez une canule avec un ballonnet, vous dégonflez votre ballonnet, vous aspirez, vous aspirez, vous aspirez. Vous voyez ce que ça donne. S'il ne désature pas, vous tenez, vous aspirez, de sorte qu'il s'habitue à reprendre un cycle. Et puis après, on passe à la valve de phonation. Et puis rapidement, on passe à la canule complètement obstruée. Et moi, je trouve que pour la rééducation des troubles de déglutition, c'est mieux quand votre patient peut être carrément obstrué, vous restez à côté avec tout ce qu'il faut, et vous commencez vos tests de déglutition carrément obstrués, et souvent les résultats sont meilleurs. Ça va plus vite. Parce que c'est plus physiologique d'avoir un cycle respiratoire complet à l'inspire et à l'expire. Donc j'ai marqué aspirer le patient au-dessus de la canule, dégonfler lentement le ballonnet. Alors pourquoi est-ce qu'on fait dégonfler lentement le ballonnet? Eh bien parce que quand vous dégonflez rapidement le ballonnet, l'air passe rapidement, c'est irritatif, il se met à tousser. Et puis vous avez des sécrétions qui sont, je ne sais pas si on a vu au-dessus, si on voit après. Voilà, ça marche comme ça. Je vais faire un petit. Vous avez votre canule ici, avec votre ballonnet qui est ici. Vous pouvez très bien avoir une stase de ce qui est arrivé au-dessus par trouble de la déglutition ou X choses au-dessus. Lorsque vous allez dégonfler votre ballonnet, que va-t-il se passer? Eh bien, l'air va arriver ici de façon, s'il respire, ça va l'irriter, ça va le faire tousser. Deuxièmement, ce qui est au-dessus peut descendre. D'accord? Autre chose, si vous avez quelque chose d'assez dense ici, eh bien, quand l'air va passer ici, ça va aller, mais quand il va arriver là, il va se heurter à votre bouchon. Si vous lui mettez une valve de phonation, ce qui arrive des fois avec un ballonnet dégonflé, il éjecte la valve de phonation. D'accord? Donc c'est pour ça que l'on demande aux patients, on dégonfle doucement pour ne pas avoir ce phénomène irritatif, et après on demande aux patients de faire A. Pourquoi est-ce qu'on fait A? Tout simplement parce que quand l'air va passer ici, si vous avez un son émis au niveau des cordes vocales, c'est que vous avez une perméabilité au-dessus de votre canule. Si votre patient fait comme ça, c'est que l'air a du mal à passer, n'allez pas mettre une valve de phonation, il va pouvoir inspirer mais il ne pourra pas expirer. Donc dans ces cas-là, il faudra commencer par dégager ce qui est au-dessus. Alors soit vous le dégagez avec un ballon. Alors ce que l'on fait quand on ballonne dans ces cas-là, on prend un ballon, on règle plus ou moins la pression avec la valve, on lui demande d'inspirer, et à l'expiration, vous rajoutez de l'air, ça lui permet d'augmenter un peu la force et le flux, qui va permettre à ce bouchon d'arriver jusqu'ici. Alors soit il tousse, il le trache, soit vous allez chercher avec la gaine. Alors ça c'est une petite photo dont je t'ai piqué le texte, Corinne, entre la trachéotomie et la trachéostomie. Alors ça c'est plutôt la spécialité de Corinne que de la mienne, puisque moi j'ai beaucoup de trachéotomie. Donc la différence, c'est que quand vous avez une trachéotomie, vous faites un trou au niveau de vos cartilages de la trachée, vous introduisez un tube avec un petit ballon, mais vous gardez l'intégralité de votre glotte et de votre appareil aérodigestif. D'accord? Donc, l'air, si vous respirez, si vous faites des troubles de la déglutition et que le ballonnet n'est pas dégonflé, et dégonflé, par contre, vous pouvez avoir des troubles de la déglutition. Vous pouvez avoir des stases salivaires et vous n'êtes pas à l'abri des fausses routes. Si vous avez une trachéostomie, vous avez un abouchement direct de la trachée à la peau, et donc là, vous n'avez plus tout ce qui est petit. Donc là, en fait, il n'y a pas de fausse route. La phonation se fera en général, je ne sais pas si c'est comme ça chez toi, mais moi ce que j'ai vu, c'était des petites valves que l'on met, en fait, qui passent à un seul sens. Le patient inspire normalement, et lorsqu'il souffle, on bouche ici, l'air passe par la petite valve, vient faire
vibrer cette partie-ci, qui émet une vibration et qui sera à son tour modifiée comme pour la vibration des cordes vocales et qui vous permettra de faire différents sons. Sauf que la voix sera un petit peu différente. Si vous allez sur YouTube et que vous regardez Cetrovox, vous allez voir que ça a une voix un petit peu genre Dark Vador, un peu. Mais par contre là, vous n'avez plus de risque de fausse route puisque les deux arbres sont complètement séparés. Il n'y a plus ce mélange, ce système de clapet que vous avez normalement physiologique. Ça, si vous enlevez votre canule parce que vous avez réussi à régler vos troubles de la déglutition et vos troubles respiratoires, vous retrouvez une physiologie normale. Là, ce sera toujours une physiologie modifiée. Alors, deux vidéos. Oh là là, elles sont pas terribles, excusez-moi. Donc là, celle-ci, ça va être une vidéo où on va vous faire voir. J'y arrive. Donc nous allons vous présenter une séance pour un désencombrement et d'un patient qui a une myopathie. Donc voilà, pour le système d'aspiration, c'est celui que vous avez là-bas, donc c'est toujours pareil, une aspiration murale avec une canule de Yann-Coher à la fin. Et l'appareil que c'est celui-là que je vais vous présenter, c'est une aspiration murale. Hein. Celui-ci est un modèle relativement récent que nous allons utiliser en mode manuel, c'est-à-dire que nous lançons le traitement, là ça envoie de l'air, là, ça aspire l'air. D'accord. Donc pendant ce temps-là, on demandera au patient d'inspirer. Le but du jeu était donc d'augmenter la capacité respiratoire pour améliorer l'effort de tout. Et là, nous allons inspirer pour, en fait, pallier à la déficience musculaire de ce patient lors de la toux et de l'UMH. Nous allons commencer donc par un désencombrement distal. C'est pas très fort, je suis désolé. Plusieurs modes sont possibles. Là, nous allons commencer par un mode où nous sommes deux à travailler. Nous allons faire un désencombrement à 4 mains. Donc là on fait de l'actif aidé. Hein, donc là on va désencombrer la partie distale. Ça va faire remonter les collègue va faire de même en haut. Ces deux mains-là ont une pression de haut en bas et d'avant en arrière. Puis lui mettra une main au niveau du diaphragme ici, voilà, comme ça. Et moi je mets ma main ici. La sienne servira à faire une pression de bas en haut pour remonter la coupole diaphragmatique. Et moi je ferai la même chose ici. Allez, on y va. Inspirez, soufflez. Donc là, vraiment, c'est nous qui nous substituons à ce muscle expirateur. Hein. D'accord. Inspirez. Là, quand on voit le patient, il n'a pas l'air en forme comme ça. Mais... Autre variante, il pourrait mettre sa main sur les côtes en bas. Moi, la même chose ici, toujours à 4 mains. Et dans ces cas-là, c'est mon avant-bras qui servira à faire la pression de bas en haut sur l'abdomen. Regardez, inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Donc là, le but du jeu, c'est de remonter la partie haute et des pressions, des vibrations qui se feront sur un temps expiratoire et plutôt à la partie finale du temps expiratoire, là où le poumon est le plus dense. On recommence. Inspirez, soufflez et on vibre. Inspirez, soufflez et on vibre. Inspirez et on vibre. Voilà. Une fois que les mucosités sont remontées à la partie haute de niveau glottique, nous allons utiliser le cofascisme. Là, nous allons demander au patient, dans un premier temps, d'inspirer et de faire comme de la buée sur une vitre, c'est-à-dire en envoyant de l'air bien ouvert. Donc nous allons passer sur un temps, 3 temps d'inspiration, 3 temps d'expiration. On y va. Inspire, 1, 2, 3, expire. Inspire, 1, 2, 3, expire. Inspire. On voit quand même la thoracique qui se Maintenant, nous allons travailler la touche. Il va faire la même chose, mais en toussant. Inspire, tousse. Alors voilà, inefficace. On voit que la touche est efficace, mais l'appareil va aller vers. Donc vous utilisez ça, vous? Inspire. C'est comme ça aussi? Tousse. Alors, encore une fois. Inspire, tousse. Voilà, voilà. Ça, c'est le cas d'un monsieur qui est myopathe. Après, nous avons cette dame. Je vous fais voir plusieurs petites vidéos, c'est peut-être plus simple que de vous expliquer. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser après. Si vous voulez voir le matériel, je vous expliquerai avec plaisir. Je vais y arriver. C'est qu'elle est partie. Au secours. Ah voilà. C'est pas celle-là, c'est l'autre, je vais y arriver. Bon. Ouais, excusez-moi. Voilà, c'est bon, je vais y arriver. Ouais, non, c'est pas vrai. Voilà, c'est une petite
Ah ben voilà. vidéo est faite pour vous expliquer Rigole pas, Corinne. comment trouver un patient qui Bon, est on va faire autrement. difficile. Alors, le binôme kinésithérapeute et orthophoniste. Pourquoi c'est intéressant? Parce que lorsque vous allez faire un test de déglutition, l'idéal c'est d'avoir une saturation de votre patient à 92%. Parce que si pendant votre test de déglutition vous avez une désaturation de 3 points, vous descendez en dessous des 80, et là, au niveau respiratoire, c'est pas oxygénation, c'est pas terrible. Une fréquence respiratoire entre 12 et 15, parce que c'est la fréquence respiratoire normale et ça vous permet d'avoir un temps de 0,75 secondes à peu près entre l'inspi et l'expi qui vous permet de déglutir. Un volume d'air suffisant, pourquoi? Eh bien parce qu'il faut pouvoir expectorer si c'est nécessaire. Une toux efficace. Alors c'est fameux, le DEP, c'est le débit expiratoire de pointe. Ça se mesure avec un pic flow. C'est un petit appareil dans lequel vous soufflez, ça vous donne un débit. Si vous avez un débit en dessous de 250, vous ne vous lancez pas là-dedans sans avoir un cough assist. D'accord? C'est aussi valable pour un test normal chez, par exemple, un patient qui a une SLA. Alors, s'il y a une fausse route, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser la canule de Yann Coher dont je vous ai parlé, vous pouvez provoquer la toux de façon réflexe ou volontaire, le désencombrement avec cet appareil-là, l'aspiration nasotrachéale, la manœuvre de Heimlich que tout le monde connaît, et la manœuvre de la table qui a été mise en place par monsieur Blin, qui est chef de service en gérontologie à Bellevue et à Balmès. En fait, vous mettez votre patient en travers sur la table et vous faites un appui. D'accord? Les aspirations nasotrachéales, pour ceux que ça intéresse, je leur expliquerai après, mais c'est pas... c'est technique et je vois pas, ça ne vous intéresse pas spécialement. Voilà, c'est en gros... et maintenant, je vais passer un peu aux vidéos, si j'y arrive. Tu sais faire ça, Corinne, pour montrer les vidéos? Parce que sans ce je sais. Tu sais faire ça, non? Est-ce que vous avez des questions? Oui, le DEP, vous pouvez m'expliquer ce que c'est, s'il vous plaît? DEP, c'est le débit expiratoire de pointe. C'est ça. C'est-à-dire ça se mesure chez des patients qui ont... Ça se mesure chez, par exemple, sur de l'asthme généralement, ou par exemple chez des patients qui sont neuromusculaires et qui ont un déficit. C'est-à-dire que pour faire votre toux classique, il faut faire... Si vous avez un DEP en dessous de 250, vous allez faire... Vous allez faire... Alors au mieux, si les cordes vocales se bloquent, ce ne sera pas suffisant. Et si vos cordes vocales sont libres, vous n'aurez rien. Donc vous n'aurez pas une toux efficace. C'est pour ça que si vous avez un DEP qui est insuffisant, il faut pouvoir le pallier par soit une Là, vous aspiration. avez des DEP dans ce kit Des pics flots. Oui. Le pic flow, je l'ai peut-être sur un autre truc. Le problème, c'est que je ne retrouve pas ta clé. Comme c'est un Mac, moi, j'y connais rien. Ah, c'est un Mac. Bon. Qui connaît les Macs? Non. Ben, c'est pour retrouver sa clé. J'ai une clé dessus Et je ne sais pas où la retrouver, la clé. Déjà, moi, je suis un ordinateur normal. Donc, vous avez une démo que je vois? Pour le DEP? Oui. Il faut sortir du... Ah, mais c'est ça le truc, d'accord. Ce que je peux faire demain, je vous donne la ména. Ah, voilà. Je peux voir ce que c'est. Alors, comment je fais pour sortir de là? Là, on fait tout descendre. Et là, c'est Alors, là. coffre assist. Ah, voilà. Normalement, t'as ta clé qui est là. Ouais, alors Et après, super. c'est... Je sais pas ce que là appelle ça. Tu voulais montrer... Demain, je vais venir justement voir la kiné et je viendrai avec Marie Lorchen, qui est l'orthophoniste. Et comme ça, vous verrez les différents cas. Là, actuellement, dans le service, on a... Alors, si vous êtes orthophoniste et que vous faites de la SLA, il y a un site qui s'appelle Espoir SLA. C'est un site qui a été mis pour un monsieur qui a une cinquantaine d'années, qui était gendarme et qui a fait une SLA. Et donc sa famille fait des défis sportifs pour financer tout ce qu'il a besoin. Et donc, lui, à travers ça, vous voyez un petit peu ce qui se fait. Et, C'est pas Christian Coudre? Non. Vous connaissez Christian Coudre? Non. Mais cette configuration-là. voilà, mais c'est ce système-là. Alors, l'avantage quand vous allez sur ce site, c'est que vous voyez ce qu'ils font. Par contre, c'est optimisé puisqu'il a des gros moyens. Ouais. Après, moi j'ai des patients dans le service qui ont beaucoup moins de moyens et forcément la prise en charge est différente. Et puis vous avez les différents stades de la SLA. C'est pour ça qu'on discutera de ça demain. Et on discutera aussi de la répercussion de la trachéotomie chez les patients SLA et de leur évolution par rapport à la déglutition et à la phonation. Parce que c'est une... Voilà, c'est une... J'ai ça comme... Pourquoi ça sert de faire une DEP si on a déjà testé la fille? Qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est juste, la DEP c'est pour quantifier réellement.
Maintenant, tu le vois bien si tu as une toux qui est efficace ou pas efficace. Si le mec il fait t'as pas besoin de faire une DEP. Hein. S'il fait t'as pas besoin de faire une DEP non plus. Voilà. Donc, déjà, si tu entends que tu as un blocage glottique et que tu as un débit, c'est bon. Après, comme tu dis, c'est là, c'est quand tu veux quantifier, parce que quand c'est des maladies comme ça qui sont évolutives, tu vas avoir une chute de la capacité respiratoire et de la force respiratoire. Et si tu veux, il y a des études qui ont montré qu'en fonction de la force de la DEP, tu peux faire un pronostic sur l'espérance de vie de ton patient, sur tes possibilités d'évolution. C'est surtout ça. Et puis, ça fait partie des critères qui permettent de poser une VNI à un moment opportun. Si tu la poses trop tard, eh bien c'est dommage parce que la maladie, la VNI peut aider, si tu veux, aux troubles cognitifs, peut aider aux troubles de la déglutition. Il faut la poser au bon moment. C'est important. Donc ça sert à ça aussi. C'est surtout pour quantifier en fait. Sur une SLA ou sur un neuromusculaire. Corinne, tu nous as fait des superbes vidéos. Tu voulais montrer quoi? Parce que le coffre assise, tu l'as déjà montré du coup. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, après t'as quoi? Parce que t'as... Coude assise, par exemple, encombrement respire. Les canules. Attends, le drainage bronchique, la peine excellente, on la fera après. Tu voulais du sang? Ouais. Ah, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sang là. Non. J'ai un petit truc, tu vois. Essaye celui-ci, quoi. Celui-là? Ouais, c'est parce que je sais pas ce que c'est. C'est pas un PowerPoint ça? Non, c'est ton PowerPoint ça. C'est le mien. Du coup, je sais pas comment on fait pour sortir. Attends, tu vois. Qu'est-ce que vous cherchez là? Un petit fil. Du style. Si tu veux, tu as les films sur les canules. Ouais, ça c'est juste pour vous montrer. Voilà, c'est Corinne qui l'a fait. Et là, vous allez voir un petit peu les patients que nous trouvons dans le service qui sont un petit peu différents des miens, mais vous allez voir les exercices, etc. C'est parti. Moi, c'est surtout SLA, para, myopathie. Donc ça c'est vraiment sur le service d'ORL ici. On va aller par du post-opératoire immédiat jusqu'à la sortie du patient en fait. Donc là c'est là où on vous montre, justement tu montres ça tout à l'heure, les canines de trachéoflèche avec ces fameux tubes entiers qui des fois peut être un petit peu lourd pour les patients, qu'on peut remplacer donc par un nez artificiel qui peut être relié donc à de l'oxygène si c'est nécessaire. Là c'est un patient en post-op. Le trachéoflèche on le met en principe de J0 à J3, J4, pour après être remplacé par une canule, soit parlante, soit non parlante, suivant que le patient ait eu de laryngectomie totale ou quelque chose de partiel. L'aspiration trachéale, c'est simple, on descend sans aspirer, et on va remonter en aspirant les différentes sécrétions qui sont dans la canule. Donc ça se fait en stérile. Donc bien prendre le temps d'aspirer tout autour parce qu'il y a des sécrétions qui sont collées dans le trachéoflèche, donc c'est toujours bien de pouvoir prendre le temps d'aspirer correctement. Deuxième temps, là on est vraiment sur un patient qui a une laryngectomie totale, donc il est porteur d'un larynxite avec un nez artificiel. Donc là on a chanté, il n'y a plus de larynx, donc il a une respiration uniquement trachéale, il a un trachéostome. On voit aussi qu'il a eu une reconstruction par l'embout de grand pectoral, mais bon, ça c'est pour l'anecdote. Donc laryngectomie totale, respiration uniquement trachéale. La toux, elle reste quand même possible avec des bons abdominaux. Au niveau kiné-respi, nous, ça ne va pas nous changer au niveau des gestes. Ventilation, inspiration profonde, expiration profonde. On accompagne pour faire notre drainage respiratoire. Et une fois que ces sécrétions vont migrer le plus haut possible, le but, ça va être ensuite d'aller, on entend là que ça monte, d'aller les aspirer, en enlevant donc cette petite mousse là, le nez artificiel. Et après on lui demande une expectoration et il évacue le tracas. Donc là on a l'aspiration dans le service, donc on l'aspire avec le vide du service. Sinon il peut aussi expectorer avec un mouchoir, avec du papier, et tousser, cracher dans le papier, il va se dégager comme ça ensuite à domicile.
pour montrer juste la mise en place donc, de cette canule type Laritube sur une laryngectomie totale, je précise, là c'est stable, la trachée est abouchée à la peau, c'est bien stable. On peut retirer tout ça pour faire les soins ensuite les trachéotomies. Il n'y a pas de souci. Après, c'est des patients qui se font eux-mêmes. Là, on voit une prothèse phonatoire à l'intérieur. Les patients ensuite sont éduqués dans le service par les infirmières, l'éducation thérapeutique pour enlever de la rétube, remettre en place, faire les soins à ce niveau-là. Donc ça, après, c'est eux qui vont se le gérer à la maison. Et ensuite, remise en place de ce système-là. Donc là, voilà, c'est vraiment définitif. On est sur quelque chose, la laryngectomie totale qui est à part. Il n'y a plus de... Voilà, les voies aérodigestives sont complètement coupées. Et on remet en place le petit filtre. Autre système de filtre, là ça se dévisse, c'est notre marque, mais le même système. Une petite mousse, un petit filtre. Pareil, ça remplace des fosses nasales, et donc réchauffement, humidification et filtration donc, de l'air inhalé. Donc pareil, la laryngectomie totale. Après, on va avoir tout ce qui est donc laryngectomie partielle et subtotale, ou les bucopharyngectomies, où là on va avoir donc des canules mixtes ou bien des canules parlantes. Celles qu'on utilise le plus dans les services, c'est les canules de type Chilé, parce qu'elles permettent beaucoup de combinaisons. Donc là, par exemple, on est sur un patient qui a une canule de type Chilé avec une chemise interne non fenêtrée, puisque l'embout est blanc, et à ballonnet gonflé. Donc la respiration se fait uniquement par la trachée. Bon, il était pris le compte de tout, c'est pas facile pour lui. Donc après, il faut aussi essayer de calmer un peu la respiration quand il y a des quintes de tout, essayer de ne pas augmenter le côté irritatif de... On continue. Une fois qu'on a fait ça, si on veut avoir une progression, on peut aussi donc changer le modèle. Là, on va passer d'une chemise interne non fenêtrée à une chemise interne fenêtrée. Donc ça veut dire que ça va pouvoir remonter par les voies naturelles au niveau de l'air et en même temps, on va dégonfler le ballonnet. Donc vous allez voir que si on dégonfle un peu trop vite le ballonnet, ça fait tousser le patient parce qu'au niveau de la trachée, il y a des capteurs. Et si on dégonfle un petit peu trop vite, des fois, il y a une toux qui peut avoir lieu. Ah ben non, c'est ça. On rajoute la valve de phonation. À ce moment-là, on va avoir une inspiration trachéale et une expiration par les voies naturelles, donc par la bouche. Donc là, on retrouve une respiration semi-physiologique. Inspiration trachéale, expiration par les voies naturelles. C'est le qu'on retrouve aussi facilement dans les services. Ce sont les canules parlantes toutes simples. Là, il n'y a plus de ballonnet. Il y a la chemise interne qui est fenêtrée. Dessus, devant, vous voyez qu'il y a ce petit clapet argenté, ce clapet qui va pouvoir s'ouvrir ou se refermer. Quand le clapet est ouvert, l'expiration se fait par la canule et l'expiration par les voies naturelles. Et quand le clapet est fermé, la respiration est physiologique. Ça va se faire par les voies respiratoires. Donc ça, c'est pour mettre et enlever la chemise interne. Pareil, vous voyez, à chaque fois, on n'enlève pas de face. Il y a toujours un petit quart de tour qu'on fait, soit pour l'enlever, soit pour la remettre. Et pas tout. on souffle. Ah oui, c'est chouette. Donc, allez, encore 2-3 fois comme ça, profondément. Là, le clapet s'ouvre. Et ensuite, lors de l'expiration, le clapet se ferme. Nous, le but du jeu, ça va être d'avoir donc une respiration qui va devenir physiologique et surtout de pouvoir remonter aussi les sécrétions en bouche. D'arrêter d'aspirer le patient dans la canule, mais que le passage de l'air et des sécrétions puisse se faire aussi au niveau buccal et après qu'il puisse cracher et se dégager naturellement sur ce genre de canule. Donc pareil, au niveau des manœuvres respiratoires, vous avez soufflé la bouche grande ouverte, ça reste pareil, pression vibrée thoracique, contre-appui abdominal, ça ne va pas changer
les choses. Nous, ils coopèrent beaucoup plus dans le service. Voilà, c'est des patients qui sont... c'est pas des problèmes neurologiques ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est comme ça de voir un peu vraiment. Après, on en commence à entendre là, que ça commence à remonter, les sécrétions en bouche. Et une fois qu'on sent que les sécrétions sont bien hautes, un coup de toux efficace, et comme ça, que le patient puisse arriver à... On va essayer de tousser. Allez. Hein, là, ça va. Là, il y a un coureur. Et le tour est joué. Donc voilà, clapet ouvert, clapet fermé. Avec cette petite vis sans fin. Voilà, respirez bien. Clapet fermé. Enfin, la dernière chose qui va se passer, c'est quand le patient arrive à respirer, clapet fermé, 3 jours, 2 nuits, avec une déglutition alimentaire qui se fait sans trop de fausses routes ou sans fausses routes, le patient, à ce moment-là, il est décanulé, donc il y a un pansement compressif devant la trachée, et à ce moment-là, voilà, la décanulation est faite. Quand il tousse ou quand il respire, quand il parle, de bien appuyer sur le pansement de décanulation, pour que ça se cicatrise bien au niveau de la trachéotomie. Voilà comment ça se passe de façon au niveau kiné dans le service d'ORL. Voilà le travail. Voilà, comme ça, ils ont vu un petit peu les deux aspects différents suivant l'interprétation. Les patients concorines vont progresser vers une décanulation, les miens, sauf ceux pour qui viennent pour une décanulation, vont stagner, voire c'est moi qui vais m'adapter aux troubles de la déglutition et respiratoire qui vont s'approfondir. Voilà. Oui. Quand on les gonfle un ballonnet, est-ce qu'il y a des risques qu'il y ait des sécrétions qui tombent? Est-ce qu'il faut Oui. Je sais pas si... Taurine, t'as pas j'ai fait une vidéo où je la vois, mais... Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce que vous avez au-dessus de la canule, peut descendre, mais dans ces cas-là, vous n'avez pas de souci puisque vous pouvez l'aspirer par la trachéo. Vous pouvez l'aspirer par en dessous. Ce qu'il faut faire attention, c'est que si vous avez des sécrétions qui stagnent au-dessus, quand vous allez vouloir mettre une valve de phonation, si elles empêchent l'air ou s'il y a trop de sécrétions, ça va l'obliger à forcer pour expectoire. Alors, un patient qui est bien va faire remonter son bouchon, mais un myopathe ou un SLA qui est déficitaire, il faut trouver un système. C'est pour ça que, en fait, dans ces cas-là, ce que vous faites, vous mettez votre ballon sur votre canule, sur le temps expiratoire, l'air rentre, passe sur le côté et va faire sauter le bouchon comme dans une bouteille de champagne, en fait. La surpression va faire remonter et ça va remonter au-dessus des cordes vocales. Et là, soit vous lui faites ça, il va remonter, vous l'aspirez avec la Yann Coer, soit il a une flotte encore opérationnelle, et pendant que vous envoyez de l'air, il fait et ça lui permet de remonter. C'est pour ça, soit ce que vous avez au-dessus, soit ça va descendre sur les côtés, mais ça peut aussi descendre le ballonnet gonflé. C'est-à-dire que le ballonnet, c'est un ballonnet à basse pression, donc c'est pas 100% étanche, hein, faut pas rêver. Donc il y a toujours des petites sécrétions qu'on aspire aussi régulièrement. C'est pour ça que des fois, quand vous donnez à manger à vos patients, même s'ils ont un ballonnet gonflé, il y a des infimes traces que vous retrouvez dans la trachée. Ça arrive, parce qu'elles ont stagné au-dessus, elles ont fini par passer autour du ballon. C'est possible. Et puis après, il y a, quand vous dégonflez le ballonnet, bien sûr, ça peut descendre. Mais pour les patients opérés en pathologie ORL, ce qu'on observe, c'est qu'au début, on met une sonde à un ballonnet, on voit qu'il y a beaucoup de fausses routes et beaucoup de passages en péri-trachéal du coup. Mais à un moment, il faut prendre le risque malgré tout, de mettre une canule acrylique ou sans ballonnet, parce qu'à un moment, s'il a la capacité effectivement de refaire marcher le carrefour aérodigestif de manière normale, c'est-à-dire inspirer soit par la voie naturelle, mais au début par la trachée, puis après d'expectorer, ça permet de franchir un cap qui fait qu'on n'a plus autant de fausses routes de pénétration laryngée que ce qu'on a au début, ballonné gonflé. Si vous voulez, il ne se passe plus rien au niveau du carrefour, donc le patient, il inhale en permanence, quoi. Et à un moment, on dit, bon, mais ok, il inhale, mais on va quand même essayer pendant quelques heures de mettre sans ballonnet, et à ce moment-là, on voit ce qui se passe. Et souvent, on arrive à franchir le pas. Sinon, on peut rester très longtemps avec un patient qui a un ballonnet gonflé, ça déafférente complètement le carrefour aérodigestif, il y a des fausses routes en permanence, et finalement, la situation est bloquée, quoi. Donc la canule ballonnet gonflé entretient les fausses routes pour les malades de post-opératoire d'ORL.
Après, les malades neurologiques, c'est différent. Mais pour Mais c'est cela, vrai. à un moment, il faut franchir un cap. Tout le monde freine, mais on le franchit. Et en prévenant le patient que si jamais ça ne se passe pas bien, on remet la canule à ballonner, c'est pas grave. On fait des manipulations, mais c'est pas grave. Et après, on resserre. Donc il faut savoir faire des essais de canules acryliques, enfin sans ballonner, de canules par an. C'est ce que je leur disais en fait au début, avant de faire le début, on avait ce temps où on hésitait en fait. Et il faut dégonfler le ballonnet, aspirer, voir qu'ils reprennent la réaffermentation. Mettre une valve de phonation. Ouais, et c'est ce que je disais même pour la déglutition. Je me suis aperçu s'ils supportent, en étant à côté, d'obstruer complètement, c'est-à-dire d'avoir le circuit à l'inspi et à l'expi, c'est bien mieux au niveau déglutition. Et c'est souvent un geste que l'on ne fait pas. On reste souvent à une valve de phonation et c'est moins bien parce que. Moins bien qu'une obturation. C'est le résultat et ça vaut le coup de prendre le risque. Vous restez à côté, hein, de toute manière. Si un problème, vous l'enlevez, vous l'oxygénez, vous préparez tout. Mais franchement, ça a l'avantage. Je crois que c'est celle-là de vidéo, je ne sais pas ce que. Je ne pas me trouver. Voilà. Petite vidéo pour vous montrer le sevrage au niveau du ballonnet de la canule de trachéo de ce patient. Donc là, le but du jeu étant de dégonfler le ballonnet et de permettre à l'air, durant le temps expiratoire, de passer le long des cordes vocales et de lui permettre de parler. Donc là, actuellement, il a ballonnet gonflé, l'air arrive ici, passe à travers le nez artificiel qui le réchauffe et l'humidifie, va dans les bronches et les poumons et remonte par ce circuit court. En aucun cas, l'air ne passe, théoriquement, par les plans vocaux et il ne peut donc point parler. Donc on va enlever ce nez artificiel pour pouvoir mettre ceci qui est une valve de phonation. La première étape va être de faire une aspiration au niveau trachéal pour vérifier qu'il n'y ait point d'encombrement. Aspiration qui se fait en stérile. Donc avant, on vérifie toujours que le matériel fonctionne. Voilà, là je suis là, je prends la sonde. L'aspiration se fait tranquillement. Et on remonte en inspirant et en faisant des petits cercles pour éviter que la zone de frottement soit toujours la même. Ça va? Voilà. Je débarrasse. Et j'en prépare une seconde en cas de nécessité. Voilà, maintenant nous allons faire le dégonflage du ballonnet à proprement parler. Alors, avant toute chose, nous avons préparé un ballon qui ici est relié à l'air puisque le patient n'est pas oxygénodépendant. Voilà, avec une rotule que nous allons mettre là. Là, nous avons une valve que nous pouvons plus ou moins ouvrir pour permettre d'avoir une fuite. Dans ce cas-là, je me servirai de la valve en position fermée pour avoir la même pression dans la main que le patient a dans l'arbre bronchique. Commençons le dégonflage. Donc, tranquillement, nous prenons notre seringue et hop, nous dégonflons le ballonnet de façon lente pour pas que ce soit trop irritant. En général, ça provoque un petit peu de tout. Ça va? Tu me dis, hein? Voilà, ça y est. Nous avons le ballonnet. Voilà. L'air peut maintenant passer à la glotte. Donc nous allons inspirer et souffler. IA. Voilà, là nous avons une voix claire, mais il y a un résidu au-dessus que nous allons éliminer de la façon suivante. J'enlève ma valve de phonation, je mets mon ballon, et pendant le temps expiratoire du patient, je rajoute un volume d'air qui permettra de se désencombrer. Allez. Relâche. Encore. Voilà. Est-ce que tu peux tousser? Attends. On y va. Est-ce que tu sens quelque chose qui remonte? On va recommencer. D'accord. Tu as aspiré? Il faut que je t'aspire au niveau trachéal? Là, d'accord, voilà. Là, donc vous avez le résidu qui était Nous avons qui est bien remonté dans la bouche. C'est la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Alors, on refait une écoute. Comment tu te sens là? Ça va.
Ça va, il n'y a plus rien ou pas? Non, c'est bon? Voilà. Si nous obtenons une voie claire comme ça, nous arrêtons. S'il y avait des résidus qui restaient, nous recommencerions l'expérience jusqu'à avoir une voie claire. Voilà. C'est ce que vous faites aussi? Vous faites le même système? Voilà, c'est ça. Donc, par contre, faites attention. Moi, j'aime bien. Alors, je triche en fait. Je mets mon doigt au niveau de la valve. Mais comme ça, je sais ce que j'envoie dans le poumon pour faire de surpression au niveau pulmonaire. Je me mets bien sur un temps expiratoire. Alors, ce qui arrive, c'est que certains patients, par contre, ça les irrite un petit peu de faire ah. Donc après, ils vous disent ah, j'ai une voix un petit peu. Mais, donc voilà. Ça permet de dégager ce que vous avez au-dessus. C'est un petit peu un test que l'on faisait avant lorsqu'on extubait les gens. Ça s'appelait le test au ballon. C'est-à-dire qu'on mettait une canule, quand les gens avaient une canule comme ça et qui passait à travers les cordes vocales. On regardait qu'il n'y ait pas de résidus ou de spasmes laryngés. C'est-à-dire qu'on dégonflait le ballon, on bouchait la sonde et on disait aux patients, on dit ah, si on avait un son clair, c'est empirique, hein, mais si on avait un son qui passait, on savait qu'au-dessus ça se passait bien. Si vous n'aviez pas de son, c'est que soit vous aviez des sécrétions qui venaient obstruer, soit vous aviez un œdème réactionnel autour de votre canule, et là vous ne décanuliez pas, parce que quand vous enleviez, vous enleviez pas votre tube, si vous enleviez votre tube quand ça gonflait, vous ne pouviez pas le remettre. Et donc vous étiez en difficulté. C'est des tests anciens. C'est pareil quand vous avez un ballon. Si vous avez un ballon qui est gonflé, vous voulez savoir si son étanchéité est bonne. Alors il y a ceux qui ont l'habitude. Et puis il y a ceux qui se servent d'un manomètre. Et puis vous n'avez pas de manomètre. Comment vous faites? Eh bien c'est tout bête. Vous prenez votre petite seringue, vous le dégonflez légèrement, vous demandez au patient d'inspirer, vous bouchez. Et vous lui demandez de faire A. L'air va passer sur les cordes, va passer sur les côtés, va venir vers les cordes vocales. Et là, tranquillement, vous gonflez avec votre seringue, votre ballon. Et sa voix va faire ah. Et au moment où elle s'arrête, la pression est suffisante. Elle est suffisante pour que ce soit étanche. Et comme ça, vous ne faites pas de surpression. Et vous savez que vous êtes à la bonne pression. Parce que des fois, quand vous êtes à domicile, on vous dit la canule a dégonflé à 5 cc. Le ballon, il est gonflé à 5 cc. Ouais, mais 5 cc quand il était neuf. Mais si votre ballon, il s'est dégradé, ou il est peut-être plus à 5 cc, il est peut-être à 6. Donc dans ces cas-là, c'est une méthode empirique. Quand vous n'avez pas de ballonnet, c'est une méthode de savoir. Voilà, et vous n'avez pas de risque. Voilà, j'espère que ça vous... Je ne sais pas si vous avez des questions, j'espère que ça a répondu à vos quelques questions.